partirais de l'ordre mondial. C'est quoi l'ordre mondial? C'est le monde dans lequel on vit, comment il est structuré en rapport de puissance. On a beaucoup parlé il y a 25 ou 26 ans d'un nouvel ordre mondial. En fait, ce nouvel ordre mondial n'est pas survenu. Le monde bipolaire s'est bien écroulé, mais il n'a pas été remplacé parce que nous ne vivons pas dans un monde unipolaire dans la mesure où les États-Unis ne sont pas en mesure de fixer seuls l'agenda international ou les règles du monde. Mais nous ne vivons pas non plus dans un monde multipolaire dans la mesure où il n'y a pas encore, à ce stade, d'équivalent à la puissance américaine. On a beaucoup dit dans les médias, pas dans les cours d'histoire, mais dans les médias, que la chute du mur de Berlin marquait la fin de la guerre froide. On va, d'ici quelques jours, la semaine prochaine, fêter le 26e anniversaire de la chute du mur de Berlin. C'est bien sûr une date importante, mais la chute du mur de Berlin n'est en rien la fin du monde bipolaire. D'une part parce que le mur de Berlin n'avait été construit qu'en 61 et que le monde bipolaire s'était mis en place auparavant, et que surtout, et c'est là où on voit comment des fois les médias déforment l'histoire, on a l'image d'Allemands de l'Est qui se jettent sur le mur et qui le démolissent, mais ils n'ont rien démoli, ils ont juste démoli quelque chose qui était ouvert, puisque c'était une décision du Parti communiste est-allemand d'ouvrir le mur en pensant contrôler la situation et donner une dernière chance au système, au régime est-allemand. Et donc si les gens ont attaqué le mur, c'est qu'il était ouvert. Et si le mur de Berlin est tombé, c'est que le monde bipolaire était déjà largement atteint, largement effrité, du fait notamment de la politique d'ouverture, de transparence, la perestroïka et la glasnost de Mikhaïl Gorbatchev. Mais si on doit retenir une date clé dans la fin de la guerre froide, et aussi du coup dans l'échec de la mise en place de ce nouvel ordre mondial, ce n'est pas le 9 novembre 89 que je retiendrai, parce qu'en fait, bien sûr, dans les livres d'histoire, on aime bien marquer par des dates, mais les fins d'un cycle, c'est des processus. On ne passe pas du jour aux ténèbres ou des ténèbres à la lumière en une nuit. L'histoire, ce n'est pas un bouton sur lequel on allume et qui change en une nuit la face du monde. Et si le monde bipolaire est terminé, c'est que Gorbatchev, on pourrait citer tout un processus, l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, la libération de Sakharov, le fait qu'il prononce un discours sur la maison commune européenne et donc qu'il dise que chaque pays de l'Est pourra suivre son chemin vers le socialisme, qu'il n'y a plus un modèle unique, le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan en février 88, également un accord de désarmement nucléaire et bien sûr la réunification allemande dont, une fois encore, la chute du mur n'est qu'un symbole mais n'est pas l'explication. Mais au-delà de toutes ces dates-là, qui sont autant de curseurs, de marqueurs dans un processus historique long, la véritable date que l'on doit retenir, elle est le véritable changement, mais hélas, changement avorté, essai qui a été non transformé. C'est en novembre 90, lorsque l'Union soviétique vote en faveur de la résolution 678 du Conseil de sécurité, qui prévoit qu'il y aurait des sanctions contre l'Irak si l'Irak ne s'est pas retiré du Koweït au 15 janvier 91. En quoi cette date est capitale, importante? Parce que pour la première fois, un pays membre permanent du Conseil de sécurité accepte de ne pas soutenir un de ses alliés parce qu'il est contrevenu au droit international, parce qu'il a violé le droit international. Or, depuis la création de l'ONU en 1945, à chaque fois qu'un allié d'une superpuissance, États-Unis ou Union soviétique, et un peu moins les autres puissances, commettait une violation du droit international, son protecteur, la superpuissance, le protégeait, soit les États-Unis, soit l'Union soviétique. Et donc, le système de sécurité collective qui avait été mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale n'avait jamais pu fonctionner. Gorbatchev est confronté au choix suivant. Certes, c'est l'Irak qui a violé le droit international, et de façon plus grave que d'habitude, puisqu'ils ont annexé un pays entier, et que si depuis 1945 il y a eu de nombreuses violations du droit international, jamais un pays entier n'avait été annexé par un autre. Donc c'est quand même particulièrement grave et innovant dans la violation du droit international. Donc il a un allié qui a violé gravement le droit international, mais il ne va pas le soutenir parce qu'il voit plus loin, parce que Gorbatchev est sincère dans son désir de construire un nouvel ordre mondial dans lequel on ne fait plus de la politique internationale comme avant, on ne protège plus ses alliés, on bâtit une véritable paix mondiale basée sur l'entente des grandes puissances dans le respect du droit international. Et donc il va lâcher l'Irak, et grâce à ce vote de l'Union soviétique qui existe encore à l'époque, il pourra y avoir une sanction de l'Irak
la guerre collective contre l'Irak, la guerre du Golfe de 90-91, n'a rien à voir avec la guerre d'Irak de 2003 parce qu'elle est légale, qu'elle a une base légale, qu'elle est appuyée par l'ensemble de la communauté internationale, à part l'Irak, et que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine s'abstient, les 4 autres votent pour, et que les membres non permanents votent pour. Donc c'est une guerre non pas de l'Occident contre un pays arabe, c'est une guerre de la communauté internationale qui vient sanctionner un contrevenant au droit international. Et donc Gorbatchev se projette dans l'avenir. Lui, il ne veut pas être le syndic de faillite du communisme, il veut régénérer le communisme. Il veut rester à la tête de l'Union soviétique qui serait transparente, qui serait ouverte, qui serait moderne, qui resterait communiste, mais qui serait finalement une sorte de communisme à visage humain, tel que les Tchécoslovaques voulaient le bâtir en 1968, avant l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, condamnée d'ailleurs par Gorbatchev alors qu'il était au pouvoir. Le problème, c'est que à l'époque, il n'a pas les moyens de sa politique dans la mesure où le baril de pétrole est à 10 $ et les recettes d'exportation de l'Union soviétique sont aux 2/3 sur le gaz et sur le pétrole. Et si les cours du gaz et du pétrole sont bas, c'est en grande partie parce que la demande n'est pas si forte à l'époque, mais surtout parce que, à la demande des États-Unis, l'Arabie saoudite a ouvert largement ses puits de pétrole, parce que s'il y a une offre excessive ou trop forte, eh bien, le prix baisse. Et donc Gorbatchev ne peut pas économiquement faire les réformes qu'il voudrait mettre en place, et il va se trouver dans la situation exactement inverse des dirigeants chinois, puisque les dirigeants chinois, eux, grâce à l'industrialisation du pays, grâce à l'ouverture économique, ont réussi le développement économique sans faire de réformes politiques. Et à Tiananmen, en mai 89, la direction chinoise réprime dans le sang ceux qui réclament plus de liberté, mais cela va passer par perte et profit parce que les consommateurs chinois sont, eux, satisfaits, l'économie chinoise progresse. En Union soviétique, on a exactement le schéma inverse, dans la mesure où les citoyens sont libres. Je pense que jamais soviétiques ou russes dans l'histoire n'ont été aussi libres que dans la période de 88 à 91, mais en même temps, les consommateurs ne sont pas satisfaits, et donc vous avez une situation où les citoyens peuvent protester, ils en ont le droit, et ils ne vont pas s'en priver parce que finalement, ils ne pouvaient pas le faire auparavant. Et Gorbatchev va venir en juillet 91 demander une aide économique aux pays du G7 qui sont réunis à Londres. Mais Kohl et Mitterrand, qui sont au pouvoir en France et en Allemagne, veulent l'aider parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'un partenaire fiable et que Gorbatchev est en train de changer la face du monde et qu'il est en train de mettre fin à un monde bipolaire de façon pacifique, et que c'est donc un allié précieux dans l'édification d'un nouvel ordre mondial, un ordre plus pacifique, un ordre qui serait régi non plus par la force, mais par le droit. Sauf que Bush et les Japonais, pour d'autres raisons, ne veulent pas aider Gorbatchev. Pourquoi Bush ne veut pas aider Gorbatchev ? Parce qu'il pense que si Gorbatchev tombe, Boris Yeltsin va arriver au pouvoir et qu'il sera beaucoup plus accommodant avec lui que ne l'était Gorbatchev, qu'il sera moins à défendre l'intérêt national et son pays. Et surtout, c'est que finalement Bush a 2 options, soit être le bâtisseur du nouvel ordre mondial, soit être le vainqueur de la guerre froide. Et il va, tout en célébrant le nouvel ordre mondial, il va décider d'être le vainqueur de la guerre froide. Il préfère voir l'URSS s'effondrer parce qu'il sait très bien que s'il ne réalise pas ce prêt à courte durée à Gorbatchev, Gorbatchev prévient les membres du G7, vous refusez ce prêt, Kohl et Mitterrand sont mis en minorité. Malheureusement, Margaret Thatcher, qui n'était pas vraiment pro-communiste, n'est plus au pouvoir, mais elle avait un lien et elle faisait confiance à Gorbatchev. Elle a été remplacée par John Major, qui n'aura pas laissé une très grande trace dans l'histoire, sauf qu'il va suivre comme un toutou George Bush dans l'affaire. Et donc, finalement, Gorbatchev dit aux membres du G7, c'est la dernière fois que vous me voyez comme président de l'Union soviétique, parce qu'il sait que la non-obtention de son prêt va finalement développer la contestation. Et en Union soviétique, il est critiqué par le clan des durs, qui lui reproche d'être trop accommodant avec les Occidentaux, et il est critiqué par les libéraux, qui lui reprochent de ne pas aller assez vite dans les réformes et de n'être pas assez accommodant avec les Occidentaux. Et ce qui fait qu'en août de la même année, il y a un coup d'État par l'appareil sécuritaire KGB, complexe militaire industriel, qui échoue, mais Boris Yeltsin va prendre le pouvoir et c'est la fin. Parce que Bush estime qu'il a empoché tout ce qu'il devait empocher. Réunification allemande, retrait d'Afghanistan, désarmement nucléaire, et finalement aussi donc une guerre bien résolue dans le Golfe après la chute
après la fin de la division de l'Allemagne. Et donc il pense qu'il n'a plus rien à gagner avec Gorbatchev, il va le laisser tomber. Et ça, c'est vraiment une politique à courte vue, parce que, ayant choisi d'être le vainqueur de la guerre froide et non pas le bâtisseur d'un ordre nouveau, comme Gorbatchev voulait le faire, comme Bush le célèbre, mais alors qu'en fait il fait exactement l'inverse dans les actes, eh bien il va effectivement pendant une dizaine d'années avoir au pouvoir Boris Yeltsin, qui va être complètement dans la main des Américains, qui va non pas privatiser l'économie russe, mais qui va la donner à ses amis. Les oligarques vont se partager les grandes entreprises russes, et le PIB russe va diminuer de moitié entre 91 et 2000, donc c'est un appauvrissement total de la Russie. Pour les Américains, c'est une bonne chose, pense-t-il, parce que finalement, ils avaient une superpuissance face à eux, ils ont désormais un pays défait, un pays vaincu, un pays humilié, puisque l'Union soviétique a été divisée en 15 États, donc elle n'a naturellement pas la même force. La Russie n'est plus l'Union soviétique et elle n'a ni la géographie ni la puissance de l'Union soviétique. Et même la Russie en tant que telle, va voir son PIB et son agriculture diminuer de moitié, non pas entre l'URSS et la Russie, mais de la Russie de 91 à la naissance le 8 décembre jusqu'aux années 2000, lorsque Vladimir Poutine va prendre le pouvoir. Et donc George Bush va penser que l'on rentre dans un monde unipolaire et que les États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que le monde bipolaire débarrassé du rival soviétique ne peut que conduire à un monde unipolaire. Et c'est pour cela qu'il va se lancer dans la guerre d'Irak de 2003, qui va être une catastrophe stratégique et une catastrophe morale majeure, parce qu'il a l'illusion de pouvoir faire absolument ce qu'il veut dans le monde. Sauf que dans un monde globalisé, et le monde est globalisé, eh bien on ne peut pas faire ce que l'on veut. Et que la grande erreur historique de Bush et de ses alliés, c'est de n'avoir pas compris que la disparition de l'Union soviétique ne débouchait pas sur un monde unipolaire, mais débouchait sur un monde en recomposition dans lequel les émergents allaient venir faire concurrence. Au moment même où l'URSS disparaît et où donc les États-Unis ont l'illusion d'être seuls au monde, de ne pas avoir de rivaux à leur mesure, il y a ce qu'on appelle l'émergence, il y a ce qu'on appelle la globalisation. Et non seulement les BRICS, Brésil, concept inventé plus tard, c'est pas seulement le Brésil, la Chine, l'Inde et d'autres pays, c'est environ 60-70 États qui sont émergents, qui ont une croissance forte et qui n'entendent plus se laisser dicter leur conduite. Et alors que le monde occidental, alors que la guerre froide et le monde bipolaire a disparu, le monde bipolaire et la guerre froide, ça va durer 40 ans. Mais en même temps que ce monde disparaît, en même temps que cette page d'histoire qui a duré entre 4, un peu plus de 4 et un peu moins de 5 décennies, au moment où cette page d'histoire se clôt, il y en a une autre qui a été beaucoup plus longue, qui se clôt également en même temps, sauf que eh bien, les États-Unis sont dans la situation où lorsque le sage montre la lune, l'imbécile voit le doigt, eh bien, ils regardent finalement la disparition d'un monde bipolaire, ils ne voient pas que c'est la fin du monopole occidental sur la puissance, monopole qui a duré 5 siècles à partir de ce qu'on a appelé à tort les grandes découvertes, parce qu'on n'a rien découvert, ça existait avant qu'on arrive, et qui a été en fait des grandes conquêtes, tout simplement, et des grands massacres la plupart du temps. Et donc, à partir de 1492, les Occidentaux dominent le monde. La première mondialisation du XVIe siècle, c'est une européanisation du monde. Et à la fin du XIXe siècle, Bismarck peut dire les relations internationales, c'est simple, il faut être 3 contre 2. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a à l'époque que 5 puissances. L'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, l'Empire allemand, la France et la Grande-Bretagne. Il n'y a rien en dehors. Les États-Unis vivent sur eux-mêmes, ils sont dans un isolationnisme, ils ne sont pas une puissance internationale. Toute l'Amérique, les 2 continents américains sont indépendants, mais ils sont branchés sur l'Europe. Il n'y a que 2 États indépendants en Afrique, et à part le Japon, qui n'est pas encore une puissance, et la Chine, qui est sous le régime des concessions et des traités inégaux, l'ensemble de l'Asie est également colonisé par la Grande-Bretagne, l'Indonésie par les Néerlandais et l'Indochine par la France. Donc il n'y a rien en dehors du monde occidental. Les 2 premières guerres mondiales vont être des guerres civiles européennes qui vont amorcer le déclin européen, relais américain après 1945. Mais grande erreur historique, les Américains ne se rendent pas compte qu'au moment où ils triomphent, eh bien, finalement, ils sont plus près de la roche tarpéienne que du Capitole, puisque au moment même où ils croient dominer le monde se réveille, et le monde n'entend plus se laisser dicter sa conduite, ni par les Russes, ni par les Américains, ni par les Chinois, mais simplement par eux-mêmes. Et qu'aujourd'hui, il n'est plus possible pour les États-Unis, la doctrine Monroe est morte,
Les États-Unis ne peuvent plus commander leur conduite à l'Argentine, au Brésil ou ailleurs. Et le sommet des Amériques à Panama l'an dernier a été le dernier clou dans le cercueil de la doctrine Monroe. Les pays africains sont également indépendants, non seulement de droit juridiquement, mais également de fait, parce qu'ils ne sont plus manœuvrés par les puissances extérieures. Et bien sûr, l'Asie en est de même. Et le grand échec du monde et les crises que nous vivons actuellement sont le reflet de cette absence de nouvel ordre mondial. Nous payons directement le fait de ne pas avoir suivi Mikhaïl Gorbatchev dans sa tentative sincère et réelle de vouloir bâtir un nouvel ordre mondial dans lequel l'URSS aurait eu sa place. Elle serait restée communiste, mais elle aurait eu sa place. Et donc la volonté de triompher de la part des Américains les conduit aux défaites actuelles. Parce que finalement, ce que l'on voit, c'est une grande faiblesse américaine et non pas une grande puissance américaine. Les Américains, finalement, ne contrôlent plus grand-chose dans le monde parce qu'ils ont tout voulu contrôler dans la décennie 90 et dans les premières années 2000. Et qu'aujourd'hui, ils ne s'en rendent pas compte parce que trop d'Américains sont tournés sur eux-mêmes. La moitié des congressistes n'ont pas de passeport, ne vont jamais à l'étranger, et qu'il y a un écart majeur entre le poids international de ce pays et la compréhension du monde extérieur, parce que Obama n'a certainement pas réalisé toutes les promesses qu'il a faites ou toutes celles dans lesquelles on a pu croire. Mais si un candidat républicain est élu président en novembre 2016, on regrettera Obama parce qu'aucun des candidats républicains pour l'instant candidats n'a la moindre conception de ce qu'est le monde extérieur. Ils vivent encore dans l'illusion d'un monde révolu, d'un paradis perdu qui n'a d'ailleurs jamais existé, dans lequel les États-Unis seraient absolument libres de faire ce qu'ils veulent dans le reste du monde. Et ceci, à part de 1945 à 1949, n'a jamais réellement existé. Donc il n'y a pas d'ordre international parce qu'il y a des rivalités qui jouent et que le prix à payer de cette occasion historique manquée, c'est que lorsque Poutine a pris le pouvoir, eh bien, il a fait exactement l'inverse de Boris Yeltsin. Et bien sûr, on l'a encore vu récemment avec les débats sur la politique russe en Syrie ou ailleurs, mais j'en reparlerai, c'est que Poutine est extrêmement impopulaire dans le monde occidental. Il y a du Russian bashing, de stigmatisation de la Russie en permanence. Ce que les médias occidentaux, dans leur majorité, ne comprennent pas, ne voient pas ou veulent ignorer, c'est que Poutine est extrêmement populaire chez lui, pour les mêmes raisons. Parce que Poutine, il n'est pas élu par l'éditorialiste du Monde ou de Libération, il est élu par les Russes. Et même si on peut penser que la presse n'est pas tout à fait indépendante en Russie, que la justice est relativement sous contrôle, que l'opposition est relativement brimée, même si cela existe, ce n'est pas cela qui explique la popularité de Poutine, c'est que Poutine a fait deux choses. Certainement, les citoyens russes ne sont pas réellement libres. Ils ne l'ont jamais été. Ils ne l'ont jamais été, sauf dans cette courte période de la fin du mandat de Gorbatchev. Mais par contre, si les citoyens ne sont pas tout à fait à l'aise, mais eux, tant que le pays marche et qu'il y a de l'ordre, ils s'en moquent un peu. Il y a deux autres catégories de Russes qui, eux, sont ravis. C'est le patriote et le consommateur. Parce que, notamment grâce à l'explosion du cours des matières premières énergétiques due à la guerre du Golfe, à la guerre d'Irak, pardon, et due également, bien sûr, à la montée de la consommation du fait, justement, de l'émergence d'autres pays. La Chine consomme beaucoup plus qu'il y a 15 ans, l'Inde également, etc. Eh bien, les cours des matières premières énergétiques ont remonté, ce qui a donné à Poutine les moyens de changer sa politique. Et même si aujourd'hui le baril est retombé en dessous de 50 $, c'est quand même plus que les 15 $ qu'il avait lorsqu'il arrivait au pouvoir, et c'est moins que les 80, voire qu'il avait juste en 2006-2007, voire le pic à 120 pendant quelques temps. Et surtout, Poutine a rendu la fierté aux Russes. Parce que les années 90 ont été, outre la faillite économique et le pillage au profit de quelques oligarques du pays, ont été une décennie d'humiliation pour les Russes, avec l'élargissement de l'OTAN, alors que l'on avait dit aux Russes qu'après la réunification allemande, l'OTAN ne serait pas élargie. Et on peut s'interroger sur le fait que, pour la première fois dans l'histoire, une alliance militaire survive à la menace qui a justifié et suscité sa création. On a créé l'OTAN pour contrer la menace soviétique. La menace soviétique n'existe plus depuis longtemps. L'OTAN existe toujours. Voire même un peu nourrit la menace pour justifier sa propre existence. Et la réaction de l'OTAN
aux événements ukrainiens sont un peu un exemple de cela. Et donc Yeltsin a dû assister impuissant à l'élargissement de l'OTAN, dans lequel sont rentrés tous les anciens pays du pacte de Varsovie et également les 3 pays baltes qui étaient partie intégrante de l'Union soviétique jusqu'en 1991, même si leur annexion en 1940 pouvait paraître contestable. Yeltsin a également assisté à la guerre du Kosovo, alors que la Russie s'y opposait et qu'elle considérait que cette guerre était non seulement illégale, ce qui est un point de droit, mais également injustifiée et dangereuse, ce qui est là objet de débat. Et puis les Russes ont aussi vu les Américains mettre en place un système de défense antimissiles dont la création était justifiée du point de vue de Washington pour contrer la menace balistique nord-coréenne ou iranienne. Mais les Russes ne sont pas tout à fait idiots et ils voyaient très bien que ce programme était en fait pour avoir un avantage nucléaire sur les forces russes et pour briser le seul héritage de parité stratégique qui existait entre Moscou et Washington, qui était l'équilibre sur les armes nucléaires héritées du système bipolaire. Et donc Boris Yeltsin assistait à ça impuissant parce qu'il n'avait prise sur rien. Poutine, lui, effectivement, il est peut-être froid, machiavélien, brutal, mais il a un sens de l'intérêt national russe. Et d'ailleurs, lors de sa première visite comme ministre, alors qu'il venait d'être nommé président, que Poutine venait d'être nommé président, Hubert Védrine avait dit « J'ai vu un patriote russe ». Et donc tous les médias français lui étaient tombés dessus en disant « Comment peut-on traiter cet homme brutal de patriote ?» Mais simplement, c'est que l'intérêt national russe, il n'est pas l'intérêt national français, allemand ou polonais, et que Poutine défend non pas les intérêts de la communauté internationale, mais les intérêts de son pays, comme d'autres le font dans d'autres circonstances. Et donc Poutine a pris le chemin inverse de Boris Yeltsin, tout simplement parce qu'il en a tiré la conclusion que lorsqu'on est trop accommodant avec l'Occident, on n'est pas respecté, on est malmené, on est humilié. Et il y a une autre date clé dans l'attitude russe actuelle, qui me permettra d'en arriver aux crises actuelles, c'est en 2011, lorsque la France, la Grande-Bretagne et d'autres ont voulu mettre en œuvre une opération militaire sur la Libye, initialement pour protéger la population de Benghazi, sur laquelle Kadhafi avait fait peser des menaces assez précises de massacre. À l'époque, c'est Medvedev qui était président de la Russie. Poutine, ils avaient fait un rock, comme on dit aux échecs. Poutine était devenu Premier ministre. Et il y avait une résolution à l'ONU. Alors Sarkozy voulait partir directement sans résolution. Juppé a quand même obtenu une résolution des Nations Unies, heureusement, parce que comme les conflits ont duré 7 mois, s'il n'y avait pas eu de cette résolution, la France, comme en Suez en 1956, aurait dû repartir et n'aurait pas pu mener le conflit jusqu'au bout. Mais on a eu une résolution. Cette résolution mettait en œuvre le concept nouveau développé par Kofi Annan en 2005 de responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger était censée faire une alternative entre l'ingérence classique, le plus fort s'ingère dans les affaires du plus faible, ou l'inaction. Il y a un massacre, mais on ne regarde pas parce qu'on ne s'occupe pas de ce qui se passe à l'étranger. Et donc si un dirigeant, si un chef d'État commet ou menace de commettre des crimes contre l'humanité, contre sa propre population, la communauté internationale a un droit d'appel, a un droit d'intervenir, et ce n'est pas une politique illégale. Donc les Nations Unies ont adopté la résolution 1973 sur laquelle la Russie et la Chine se sont abstenues. Sauf qu'en cours de route, eh bien, on est passé, et s'ils se sont abstenus, c'est qu'ils pensaient qu'effectivement Kadhafi pouvait commettre le massacre. Kadhafi ne tenait pas toujours ses engagements, mais lorsqu'il promettait un massacre, il était de nature à tenir ce type d'engagement. Et donc, pour éviter cela, pour ne pas être associé à cela, Russes et Chinois se sont abstenus. Sauf qu'ensuite, pour des raisons de communication, pour des raisons de on ne prévoit pas le jour d'après, eh bien, Nicolas Sarkozy a estimé que tant que Kadhafi serait au pouvoir, les Libyens seraient menacés. Et donc, pour terminer la mission, il fallait avoir le scalp de Kadhafi. Ce qui a été fait avec le résultat catastrophique que l'on voit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que non seulement c'est la guerre civile, le chaos total en Libye, non seulement le Mali a été déstabilisé par cela et l'avancée des djihadistes, que la Libye est devenue une sorte d'arsenal à ciel ouvert dans lequel tout le monde est venu se servir, mais plus encore, c'est qu'on a mis à mal, voire tué, ce concept de responsabilité de protéger, qui était une novation, qui était là aussi un effort pour construire ou pour rebâtir, replâtrer un ordre mondial nouveau après la guerre d'Irak de 2003.
Et donc les Russes se sont dit, et Poutine a dit à Medvedev, tu es un idiot, je t'avais prévenu, tu as voulu aller jusqu'au bout, je t'avais prévenu que les Occidentaux nous berneraient, et donc tu vois bien que ça ne marche pas, et que donc il fallait faire autrement. Et quand Poutine va reprendre le pouvoir, eh bien il va faire l'inverse. Donc 2 fois dans l'histoire, la première fois du temps de l'Union soviétique, la seconde fois du temps de la Russie, Moscou a tenté de participer ou n'a pas voulu empêcher une action collective de sécurité, une action de maintien de la paix, une action d'ordre international, et 2 fois, les Occidentaux ont utilisé cela comme un facteur de faiblesse pour imposer leur ordre, en pensant que l'ordre occidental pouvait s'imposer au détriment de tous les autres, ce qui, une fois encore, est impossible. Et cette erreur de diagnostic, cette erreur d'analyse, nous le payons. Nous le payons, les premiers à le payer sont les Syriens. Pourquoi la Russie met un veto directement sur chaque vote sur la Syrie? Pour ne pas répéter ce qui s'est passé en Libye. Et Poutine a dit à Hollande qu'il ne voulait pas voir Bachar el-Assad terminer comme Kadhafi. Et Lavrov a dit en termes très crus, que je ne répéterai pas, du moins en public aujourd'hui, que puisque les Occidentaux l'avaient eu, mais ce n'était pas le terme qu'il a utilisé en Syrie, ils ne les auraient pas, en Libye, pardon, ils ne les auraient pas en Syrie. Donc les Syriens payent le prix très lourd de la guerre d'Irak de 2003, parce que sans guerre d'Irak en 2003, Daesh n'existe pas. Et ils payent le prix très lourd de l'intervention militaire non réfléchie, sans que l'on prenne le jour d'après en compte en Libye, parce que le blocage actuel fait cela. La Syrie paye un prix très lourd et on a aujourd'hui 250 000 morts, 1% de la population. C'est comme s'il y avait 600 000 morts, 650 000 morts en France, avec la moitié de la population syrienne qui ne vit plus là où elle habitait auparavant, et un pays qui est détruit, un pays qui s'effondre. Il n'y a plus de système de santé, il n'y a plus de système d'éducation, il y a une génération entière, minimum, syrienne qui est sacrifiée. Mais la Syrie n'est pas le seul pays qui souffre. Quand on regarde un peu le monde arabe, par rapport aux promesses du printemps arabe, en Tunisie ça va bien, mais sinon, la guerre d'Irak conduit l'Irak, la guerre d'Irak qui était faite pour lutter contre les armes de destruction massive, qui était faite pour lutter contre le terrorisme. Il n'y avait aucun terroriste en Irak, il y avait un dictateur, Saddam Hussein, certes, qui a été conforté par l'embargo qui avait été décrété à l'égard de l'Irak. Mais il n'y avait pas de terrorisme. Aujourd'hui, Daesh, l'État islamique, occupe 200 000 km² aux confins de la Syrie et de l'Irak, soit le tiers du territoire français. Donc il y a un État terroriste, il y a une mutation du terrorisme, et cette guerre qui était supposée être faite pour en finir avec le terrorisme, finalement l'a stimulé, l'a développé. Ça a été pour le terrorisme une sorte de cadeau de Noël en plein printemps. On apprend aujourd'hui que Ahmad Chalabi, qui était le président du Conseil national irakien, qui avait fait voter en 1998 une loi contre l'Irak au Congrès américain et qui a été l'inspirateur de la guerre d'Irak. Il est mort d'une crise cardiaque. C'était certainement pas sa conscience qui pouvait lui porter atteinte. Mais cette guerre d'Irak, nous en payons encore le prix aujourd'hui. Et ce prix n'est pas fini. Et donc l'Irak est toujours divisé, et de fait, il y a un Kurdistan indépendant, de fait, il y a une division entre sunnites et chiites. La Libye est dans l'état avec 2 gouvernements qui ne peuvent pas s'entendre, et l'État est complètement détruit. On n'a pas instauré la démocratie. En Égypte, la révolution a été suivie d'un coup d'État militaire qui fait que, bon, comme on pouvait le prévoir, coup d'État en juillet 2014 et évidemment 2013, et évidemment quand vous avez un coup d'État qui fait 1400 morts et qu'il y a ensuite une répression et des milliers de condamnations à mort, on ne peut pas dire, comme l'a dit le général Al-Sisi, que c'est un coup d'État démocratique, c'est un oxymore. Et ceux qui avaient parié sur le fait que le terrorisme se développerait après le coup d'État n'ont vu que leur pronostic sombre être confirmé par les faits. Et donc on voit finalement dans le monde arabe, tous ces pays qui étaient puissants sont aujourd'hui extrêmement affaiblis, à part les États du Golfe. Et qu'il y a une montée des tensions entre l'Arabie saoudite d'un côté, l'Iran de l'autre, puisque les Saoudiens ont vu d'un assez mauvais œil l'accord sur le nucléaire iranien, parce qu'ils pensent que l'Iran va se développer. On dit beaucoup que l'opposition entre l'Arabie saoudite et l'Iran est une opposition sunnite-chiite. Ça, c'est une vision un petit peu caricaturale.
On peut la créer à force, mais c'est surtout une opposition nationale entre deux pays importants. C'est une rivalité nationale dans laquelle l'habillage chiite-sunnite n'est qu'un habillage supplémentaire. L'Iran est certes chiite, mais ce n'est pas parce que Bachar el-Assad est chiite qu'il aide. Bachar el-Assad est alawite, qui est une branche très dissidente du chiisme. Et s'ils aident Bachar, c'est que depuis longtemps, ils ont un axe stratégique avec la Syrie, tout d'abord contre l'Irak, qui était le frère ennemi de la Syrie dans les années 80, et qu'aujourd'hui la Syrie est le seul État où l'Iran arabe, où l'Iran peut être implanté, avec bien sûr le Hezbollah au Liban. Et l'Iran aide également le Hamas, qui n'est pas chiite, qui est sunnite, donc ce n'est pas du tout cela. Donc on voit que si on prolonge plus loin en Afghanistan, les talibans risquent de reprendre le pouvoir, et en tous les cas, le pouvoir est plus que fragile. Au Pakistan, il y a 70 attentats par mois, donc le pays est également très fragile, et il a des armes nucléaires. Et donc on voit que lorsque l'on ouvre le journal, eh bien, c'est des mauvaises nouvelles tous les jours, au point que certains parlent d'une troisième guerre mondiale qui pourrait arriver. Le fait de parler de troisième guerre mondiale est plus la preuve de la paresse intellectuelle des commentateurs que de leur innovation intellectuelle. Parce qu'on copie un raisonnement sur quelque chose qui existe déjà. C'est lorsque l'on parle de nouvelle guerre froide, c'est exactement la même chose. On copie des raisonnements importés d'une époque précédente à la réalité contemporaine. Or, elles n'ont rien à voir. On ne peut pas parler de nouvelle guerre froide tout simplement parce que l'URSS n'existe plus et qu'il n'y a pas en face des États-Unis une puissance équivalente. La Russie n'est pas l'équivalent de l'Union soviétique. Elle est de nouveau puissante, elle n'est plus humiliée. Poutine se fait entendre, et on parlera de l'Ukraine tout à l'heure, faire respecter ses intérêts, mais il n'est pas à la tête d'une alliance globale avec des avancées militaires en Égypte, au Vietnam, à Cuba, au Mozambique, comme du temps de la guerre froide. Il y a une rivalité nationale entre une superpuissance et une grande puissance, mais ce n'est pas deux blocs qui, comme pendant la guerre froide, se font face. Et quand certains disent que c'est la Chine qui sera le nouvel acteur de la guerre froide et qui remplacera l'Union soviétique dans le rôle qui était celui de l'URSS dans le monde bipolaire, c'est également faux, parce que le but de la Chine n'est certainement pas de contester le système. La Chine n'est pas non plus à la tête d'une alliance équivalente au système d'alliance américain, avec pour objectif de renverser le système en place. Il n'y a pas d'antagonisme entre Pékin et Washington, il y a une rivalité. Et ce que veut Pékin, c'est pas renverser le système, c'est en prendre la tête. Et quand on veut prendre la tête d'une course, on ne détruit pas le lieu de la course. Donc il y avait un antagonisme des systèmes entre l'Union soviétique et les États-Unis. Il n'y a pas d'antagonisme des systèmes entre la Chine et les États-Unis. Ils ont leur système est beaucoup plus proche l'un d'autre, parce que c'est une sorte de capitalisme d'État qui existe en Chine, et certainement pas un système communiste, et encore moins une idéologie voulant mettre fin à l'économie de marché, puisqu'ils sont en plein dedans, et que c'est ça qui assure leur développement. Donc il n'y a pas de nouvelle guerre froide, et il n'y a pas non plus de troisième guerre mondiale en vue. Donc je vous rassure tout de suite, parce qu'il y a des conflits, oui. Il y a des conflits, mais que la Première Guerre mondiale a été le fruit d'un système d'alliance rigide dans lequel, pour ne pas perdre la face, les grandes puissances ont protégé leurs alliés plus faibles. Et finalement, l'assassinat de l'archiduc Ferdinand aurait pu se terminer par simplement des obsèques et pas une guerre mondiale, s'il n'y avait pas eu cette surenchère des uns et des autres que Margaret Macmillan ou celui qui a écrit Les Somnambules, dont j'ai oublié le nom, raconte très bien un enchaînement de mauvaises décisions par le système d'alliance. Donc il n'y a pas ce système d'alliance aujourd'hui. Et puis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas un État revanchard qui dit qu'il a un espace vital à reconquérir et qui veut exterminer un peuple. Et donc Daesh n'est certainement pas très sympathique, mais on ne peut pas comparer Daesh avec le Troisième Reich. Ça n'a rien à voir. Donc on voit bien que ces comparaisons sont simplement stupides. Stupides, et montrent simplement la fainéantise ou l'ignorance ou le fait qu'on répète les âneries que l'on a entendues sans plus réfléchir, parce que c'est toujours plus facile de répéter que d'innover. Donc il n'y a ni Troisième Guerre mondiale, ni retour de la guerre froide, et même que les comparaisons, lorsque l'on dit que, comme l'a dit Hillary Clinton ou comme l'a dit David Cameron, ancienne secrétaire d'État américaine et peut-être future présidente des États-Unis et actuelle Premier ministre britannique,
Poutine n'est pas le nouvel Hitler. Dès que les Occidentaux ont en face d'eux un adversaire, ils pensent que c'est le nouvel Hitler. Poutine n'a pas écrit Mein Kampf. Comparer Poutine à Hitler est une insulte pour les 6 millions de juifs qui ont été exterminés et pour toutes les victimes d'Hitler, qu'elles soient d'ailleurs juives, socialistes, communistes, slaves, roms, etc. On ne peut pas. Bon, oui, Poutine s'oppose à l'Occident, mais ce n'est pas une raison pour le qualifier d'Hitler. De même que d'ailleurs, dans le passé, on voit l'aveuglement occidental qui a considéré que Nasser, après la nationalisation du canal de Suez, était le nouvel Hitler, que Milosevic, dans les années 90, était le nouvel Hitler, ou que Saddam Hussein était le nouvel Hitler. Il y a des dictateurs, mais ce ne sont pas... Hitler est quand même très spécifique, et fort heureusement, il n'y en a eu qu'un dans l'histoire, cela suffit amplement. Donc, ni nouvelle guerre froide, ni troisième guerre mondiale, mais des conflits qui ont à la fois chacun leur logique propre, et qui sont en même temps enchevêtrés. Chacun leur logique propre parce qu'on peut très bien avoir un règlement en Ukraine sans qu'il y ait de règlement en Syrie. Ce n'est pas du donnant-donnant automatique. Mais on peut aussi penser que finalement, dans le jeu global, chacun a des armes ou des cartes dans sa main et sur lesquelles ils peuvent finalement tenter de faire une concession en échange d'une autre concession sur un dossier. Donc il est possible que l'on puisse créer un lien entre les différents conflits, mais il est aussi possible qu'ils aient leur vie propre et qu'ils évoluent de façon différente. On a trouvé un accord sur l'Iran sans que ça ne fasse bouger la situation en Syrie pour autant. Mais alors que certains réclamaient des frappes sur l'Iran pour l'empêcher d'avoir l'arme nucléaire, c'est la diplomatie qui a payé. C'est la négociation qui a été longue, mais et certains disaient on ne peut pas négocier avec l'Iran parce que l'Iran est un pays qui ne nous plaît pas. Mais la diplomatie, c'est justement fait pour parler avec les gens qui ne sont pas comme nous. Quand j'entends certains journalistes qui disent on ne peut pas discuter avec Poutine, c'est un dictateur, on ne peut pas discuter avec Xi Jinping, c'est un dictateur, la France ne peut pas avoir des relations internationales uniquement avec les 27 autres membres de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Suisse. C'est que la diplomatie sert justement à parler avec les autres. Et que dans un monde globalisé, on ne peut pas avoir uniquement des relations avec certains pays. Et ceux d'ailleurs qui prônent le fait de refroidir nos relations avec d'autres pays qui ne sont pas comme nous, veulent en fait que la France n'ait pas les capacités d'action et qu'elle se raccroche en suiveuse à la locomotive américaine et qu'elle n'ait pas une diplomatie autonome propre qui a fait sa force pendant des années. De Gaulle, en 1964, reconnaît la Chine. C'est la Chine de Mao qui est bien plus répressive que la Chine actuelle. En 1964, les Chinois ne peuvent lire que le petit livre rouge et le quotidien du peuple. Il n'y a pas d'information. Aujourd'hui, il y a 600 millions d'internautes en Chine. Et donc les Chinois sont bien plus libres qu'ils n'étaient du temps de Mao. Mais De Gaulle n'a pas eu peur, malgré que ça déplaisait aux Américains, de reconnaître diplomatiquement une Chine qui était ultra répressive. Parce qu'il y voyait pour la France des marges de manœuvre. Une fois encore, la diplomatie, ça sert à avoir des relations avec les autres qui sont différents, voire avec les ennemis. Parce que sinon, l'alternative, c'est la guerre. Et donc, heureusement, la diplomatie a payé en Iran, contrairement à ceux qui poussaient aux frappes. Et la diplomatie est en train de payer, même si c'est encore compliqué, en Ukraine. Que s'est-il passé en Ukraine? Poutine a annexé la Crimée, qui historiquement est une terre russe, qui culturellement est une terre russe, mais qui appartenait à l'Ukraine. Donc, il peut dire qu'il a historiquement raison, il a juridiquement tort, parce que même s'il y a eu un référendum pour approuver cette annexion, eh bien l'Ukraine n'a pas accepté qu'on lui retire la Crimée. Mais il y a aussi en Crimée la flotte de la mer Noire, qui est l'accès aux mers chaudes pour la Russie, donc c'est stratégiquement important. Ce qui s'est passé, c'est que la Crimée avait été donnée à l'Ukraine dans les frontières de l'Union soviétique par Khrouchtchev. Certains vont dire un soir d'ivresse, mais ils étaient assez nombreux avec Khrouchtchev. C'est pour ça qu'on veut dire que Yeltsin était d'ailleurs dans la lignée de Khrouchtchev. Mais redonner un territoire entre la Russie et l'Ukraine dans les frontières internes de l'Union soviétique, ça n'a aucune importance, parce que c'est l'URSS. En 1991, lors de l'éclatement de l'Union soviétique, le président ukrainien Kravchuk avait demandé à Boris Yeltsin de régler le problème de la Crimée, parce qu'il savait que c'était une bombe à retardement dans les relations entre les deux pays. Et Yeltsin, pressé de devenir président de la Russie, dit non, on verra plus tard. Et donc, lorsque Poutine a vu que l'Ukraine commençait un peu à partir de l'orbite russe pour se rapprocher des Occidentaux, l'Ukraine est un pays divisé, qui est moitié slave, moitié européen, et l'Ukraine, c'est Pascal Lamy qui l'a dit, et ce n'est pas un crypto russe,
a dit l'Ukraine a besoin d'avoir des relations avec à la fois l'Union européenne et la Russie, comme le Mexique a besoin d'avoir des relations avec les États-Unis et l'Amérique latine. Ce sont des pays qui sont des pays divisés pour les uns, charnières plutôt, disons, de façon plus positive. Et l'Union européenne, toujours dans sa volonté de s'étendre et de montrer qu'elle était plus forte, a fait signer un accord d'association avec l'Ukraine qui était un peu contraire avec des liens que l'Ukraine pouvait avoir avec l'Union européenne. Et donc, lorsque Poutine a vu ça et il a joué, une partie des Ukrainiens se sont révoltés et il a effectivement annexé la Crimée. C'est illégal, mais c'est là où on voit l'hypocrisie du discours de pas mal de dirigeants, dans la mesure où les Occidentaux ont dit c'est inadmissible, on n'a pas respecté l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Poutine dit oui, mais moi j'ai respecté le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, puisque les gens de Crimée voulaient appartenir à la Russie. En fait, on a exactement le discours inverse que lors de la guerre du Kosovo en 1999, parce que lors de la guerre du Kosovo en 1999, les Occidentaux disaient il faut privilégier le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et les Kosovars ne veulent plus rester sous souveraineté yougoslave, alors que les Russes disaient il faut privilégier l'intégrité territoriale de la Yougoslavie et donc les Kosovars doivent rester sous l'intégrité, sous souveraineté yougoslave. Donc on a deux discours inverses, mais la diplomatie a payé parce qu'on a trouvé en février de cette année à Minsk un accord. On voit que le couple franco-allemand peut fonctionner, puisque François Hollande et Merkel ont trouvé un accord avec le président russe et avec le président ukrainien pour, mettre en place un cessez-le-feu et trouver une solution donnant un peu d'autonomie à l'est de l'Ukraine qui est plus russophile. Et ce cessez-le-feu est plus ou moins, est plutôt bien respecté en ce moment et pourrait déboucher sur une sortie de crise. Donc on peut être plus positif, mais on voit qu'il y a une division en Europe parce que l'OTAN n'a pas intérêt à ce que le problème ukrainien soit réglé. Parce que l'OTAN a besoin d'une menace russe pour justifier les budgets militaires. Si l'OTAN est menacée par la paix, et donc si une paix stable en Europe existait, l'OTAN aurait moins de justification. Donc structurellement, je dirais, l'OTAN doit créer des tensions pour justifier son existence. Et c'est ce à quoi les Européens de l'Ouest, parce que les Polonais, les Pays-Baltes, on n'a pas du tout la même attitude par rapport à la Russie, doivent être fermes pour résister aux Américains. Quels sont l'avenir de ces conflits? On peut être inquiet pour la Syrie. Le seul progrès sur la Syrie, c'est qu'on accepte aujourd'hui que tout le monde se mêle de ce dossier. Pendant très longtemps, ça a été les Occidentaux ou les pays du Golfe. Mais ça ne peut simplement pas fonctionner. Si l'on veut régler un problème, il faut que tous ceux qui ont une influence sur le dossier soient là. Ok, on peut trouver que les Russes protègent Bachar et que c'est pas normal et qu'ils sont les complices indirects de massacres, c'est vrai. Mais en tous les cas, ce n'est pas en niant l'importance de la Russie sur le dossier syrien qu'on avancera. Donc si on veut qu'il y ait un règlement de la question syrienne, la Russie est peut-être le problème, mais du coup elle est aussi la solution. Et donc on ne peut trouver des solutions qu'avec les pays qui sont des problèmes. On ne trouve pas les solutions avec des pays qui ne posent pas de problème. Et donc la première approche qui était de dire on va régler ça entre Turcs occidentaux, les Turcs sont un peu occidentaux, et pays du Golfe, était évidemment vouée à l'échec. Et aujourd'hui, la seule source de progrès, c'est de se dire, eh bien, l'Iran est dans le coin et la Russie aussi. Sauf que le temps de l'émotion, lorsque l'on voit un enfant qui meurt sur la plage, lorsque l'on voit ces images de réfugiés qui suscitent un choc émotionnel très fort, entre le temps de l'émotion et le temps de la diplomatie ça marche, mais ça marche dans le temps long, ça ne marche pas dans le temps court. Et donc avant que l'on trouve une solution pour la crise c'est pas une crise des migrants, c'est une crise des réfugiés syriens et de la région, parce que les gens fuient la Libye, les gens fuient la Syrie, les gens fuient l'Irak, les gens fuient l'Érythrée, où il y a un régime là aussi dictatorial, eh bien on peut penser que cela prendra encore un peu de temps. Donc nous ne sommes pas à la veille d'une troisième guerre mondiale parce qu'il n'y a pas ce bloc et que par ailleurs, par rapport aux deux guerres mondiales, petite nuance, la dissuasion nucléaire joue. D'ailleurs on le voit bien que les Américains et les Russes ne s'affrontent jamais directement. Ils peuvent s'affronter par alliés interposés, mais jamais directement, du fait de la dissuasion nucléaire. Et la dissuasion nucléaire qui jouait pendant la guerre froide joue encore. Par rapport aux États-Unis, ils ont la vision de la Russie qui est duale, voire plutôt bipolaire, en fait, bipolaire au sens contradictoire. C'est que les Américains voient encore dans la Russie la grande menace existentielle de la guerre froide qu'il faut à tout prix
contenir et finalement même contenir et garder en bas. Et en même temps, il voit dans la Russie un pays qui a perdu la guerre froide et qui n'a pas voix au chapitre. Or, la Russie aujourd'hui n'est ni l'un ni l'autre. Elle n'est pas un pays vaincu parce qu'elle a refait sa puissance. Et donc on ne peut pas dire aux Russes c'est comme ça et pas autrement. Et elle n'est pas une menace existentielle parce que tout simplement les Russes défendent leurs intérêts. Et si demain je parie que les Russes ne défendront pas Bachar jusqu'au dernier Russe. Là, ils sont faits. Pourquoi Poutine est intervenu en Syrie? Pour dire je suis incontournable. Vous vouliez vous passer de moi, mais non, je suis là. Je suis au centre du village. Vous ne pourrez rien faire sans moi. On peut trouver que c'est cynique. Enfin, lancer la guerre d'Irak en 2003 n'est pas non plus un geste humanitaire. Et lorsque les Occidentaux disent que Poutine est brutal, finalement, l'annexion de la Crimée a quand même été moins coûteuse en vie humaine et moins coûteuse en conséquences stratégiques négatives majeures que la guerre d'Irak. Et donc, je veux bien que certains protestent contre le fait que les Jeux Olympiques aient eu lieu à Sochi, mais Los Angeles est candidate et on ne va pas dire qu'au nom de la guerre d'Irak, on va refuser aux États-Unis d'accueillir une nouvelle fois les Jeux Olympiques, ce qui serait normalement beaucoup plus pertinent. Et donc, les Américains voient dans la Russie à la fois une menace existentielle et un pays vaincu, et donc cette démarche contradictoire. Obama a dit qu'il voulait appuyer sur le bouton reset dans les relations avec la Russie, sauf que les relations internationales, ce n'est pas un magnétoscope, où, on ne peut pas rembobiner. C'est-à-dire que si vous rembobinez, les dégâts que vous avez créés sont quand même existants. Et surtout, il a hésité sur un point majeur, qui était le système de défense antimissile. Lorsqu'il est élu, il dit rapidement en 2009... le système de défense antimissile, donc contesté par les Russes parce qu'ils y voient la mise en cause de leur arsenal nucléaire et de la parité stratégique avec les Américains, Obama dit qu'il va abandonner ce programme qui est basé sur des technologies non prouvées, qui dépend d'un financement qu'il n'a pas et qui est pour faire face à un ennemi inexistant, puisqu'il ne croit pas à la fable de la menace nord-coréenne et iranienne. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un accord nucléaire sur l'Iran, donc la justification de l'Iran est encore moins pertinente qu'elle n'était il y a 3 ans. Et puis très rapidement, il va abandonner. Il va abandonner l'abandon, il va refaire ce programme parce qu'il a cédé au complexe militaro-industriel qui est extrêmement puissant aux États-Unis, sur lequel Dwight Eisenhower, dans son discours d'adieu de janvier 1959, mettait déjà en garde, mais depuis, il a pris encore plus d'importance. Il n'y a pas un complot américain au Proche-Orient, comme certains le disent. Le printemps arabe, ce n'est pas un complot américain. Méfiez-vous des théories du complot qui ne sont que l'excuse pour ne pas réfléchir. Si un complot, ça va, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à bosser parce que c'est un complot. C'est vraiment le pont aux ânes de l'explication. Il y a des stratégies de puissance, bien sûr. Il y a des stratégies d'influence, mais ce n'est pas des complots. C'est-à-dire que oui, les Américains ont fait une guerre en 2003 en Irak pour asseoir leur autorité sur la région. Mais donc, démêler les stratégies de puissance, c'est une chose. Mais entre dire que tout est un complot, c'est autre chose. Donc il ne faut ni être naïf en disant que dès que l'on dénonce la politique américaine, on est complotiste. Non, on peut dénoncer la politique américaine comme chinoise, comme française, sans être complotiste. Mais en même temps, tout n'est pas un complot. Si les Tunisiens se révoltent contre Ben Ali, ce n'est pas pour faire plaisir aux Américains, c'est parce qu'eux estiment que c'est nécessaire. S'il y a une révolution en Syrie, révolution pacifique qui est noyée dans le sang, ce n'est pas pour faire plaisir aux Américains, c'est parce que les Syriens en avaient marre de Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, on voit en fait que non seulement il n'y a pas de complot américain, c'est que les Américains ne contrôlent plus rien dans la région. Ils ne contrôlent même pas Israël, puisque dans le bras de fer entre Netanyahou et Obama, c'est Netanyahou qui gagne. Obama a demandé à Netanyahou d'arrêter la colonisation. Netanyahou lui a dit je m'en fiche. Et il continue avec l'appui d'ailleurs du Congrès. Et finalement, c'est Obama qui est minoritaire dans son propre pays par rapport à Netanyahou. Les Américains ne contrôlent rien en Syrie, puisqu'ils avaient dit si Bachar el-Assad utilise des armes chimiques, nous allons intervenir militairement. Bachar a utilisé des armes chimiques et on n'a rien vu. Ils ne contrôlent rien en Libye, puisqu'ils n'ont même pas voulu participer directement à la coalition. Ils ont été ce qu'on appelle le conducteur sur le siège arrière. C'est le leadership from behind, et qui n'est pas du tout. Et donc on voit que la puissance américaine s'est érodée. Et que la superpuissance militaire américaine, qui fait 45% des dépenses militaires mondiales à elle seule, ne sert à rien. Ils ont été vaincus en Afghanistan, ils ont été vaincus en Irak, et ils n'osent pas intervenir en Syrie. Et donc l'ère des grandes interventions militaires occidentales triomphantes, elle est révolue. Lorsque certains responsables politiques, ou plutôt quand certains irresponsables politiques français disent qu'il faut envoyer les troupes au sol en Syrie, c'est bon pour passer aux 20 heures,
c'est des bêtises, pour rester poli, par rapport à la situation. Parce que ce que veut Daesh, c'est justement qu'on envoie des soldats au sol pour dire, vous voyez, de nouveau les Occidentaux nous attaquent, de nouveau c'est le grand complot occidental contre nous, et ça donnera des arguments, surtout que même si on peut gagner facilement la guerre contre Daesh, une fois qu'on sera sur place, on va faire quoi? On va rester, on va repartir. La guerre d'Irak devrait au moins faire comprendre à certains que l'intervention militaire, même si dans un premier temps elle est extrêmement agréable, eh bien, parce que facile, etc., vu la dispersion des forces, dès qu'il y a occupation, ça devient compliqué. Il n'y a pas d'occupation possible d'un pays par un autre. Et j'en conclurai du coup sur le conflit israélo-palestinien, qui n'a que trop duré, et dans lequel il y a non pas une impuissance, c'est une volonté d'impuissance de ce qu'on appelle la communauté internationale, qui d'ailleurs ne mérite pas son nom, puisqu'il n'y a pas une communauté. On connaît tous la façon de résoudre le conflit. Jérusalem divisée, capitale de deux États, un État palestinien en paix à côté d'Israël, dans des frontières sûres et reconnues, sur les territoires conquis en 67. Donc non pas le retour aux frontières de 48-49, mais le retour aux frontières de 67. Netanyahou, dont la veuve d'Yitzhak Rabin n'a jamais voulu serrer la main après l'assassinat de son mari, parce qu'elle tenait Netanyahou et Sharon pour moralement responsables de l'assassinat de son mari, a gagné son pari en torpillant le processus d'Oslo. Il y a maintenant un peu plus de 20 ans, on pensait qu'il y aurait la paix. Netanyahou a gagné son pari, les accords d'Oslo sont morts, et on se demande si la solution des deux États est encore possible. Simplement, la réponse actuelle à cette dite troisième intifada, qui, là aussi, n'a rien à voir avec les deux premières. La première intifada en 87, c'était une révolte spontanée de jeunes qui lançaient des pierres sur l'armée israélienne parce qu'ils en avaient marre d'être emmerdés par des soldats. Et Arafat, qui était à Tunis, n'a rien vu venir. La direction palestinienne extérieure a été prise de surprise. En 2000, c'était grande partie dirigée par le Hamas pour torpiller définitivement les accords d'Oslo, une vague d'attentats suicides. Là, aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sont nés après les accords d'Oslo et qui n'ont aucun horizon. Parce que si vous êtes un Palestinien adolescent, vous n'avez aucun horizon. Vous êtes emmerdé tous les jours au checkpoint, vous êtes humilié en permanence, et ce n'est pas parce que c'est des Israéliens ou des Palestiniens, c'est que l'occupation militaire d'un peuple par un autre crée de la répression qui est vite insupportable pour le peuple qui est réprimé. Et ça serait des Martiens contre des gens de Jupiter, ça serait exactement pareil. Donc ce n'est en rien spécifique aux Israéliens et aux Palestiniens. Simplement, l'occupation d'un peuple par un autre était déjà illégitime au XXe siècle, elle l'est encore plus au XXIe. Et si Netanyahou pense gagner la partie en serrant la vis, en ayant une réponse dite sécuritaire qui est en fait une réponse insécuritaire, parce qu'elle ne fait qu'amener plus d'insécurité, dans une sorte de cercle vicieux où plus de répression va emmener plus de révolte, et plus de révolte, plus de répression, sans fin, sans fin, sans fin, parce que tout simplement, il suffit qu'il y ait un Palestinien sur 100 000 qui veuille commettre un attentat, tout le monde a un couteau dans sa cuisine, et donc ça ne s'arrêtera pas. Sans qu'il y a la solution, elle n'est bien sûr pas répressive, elle est politique, mais les Israéliens sont enfermés sur eux-mêmes, le leadership israélien est enfermé sur lui-même, il ne veut pas de cette solution politique parce qu'il pense qu'il va mater les Palestiniens et que les Palestiniens vont accepter d'être un peuple vaincu qui n'a pas d'autre alternative que d'accepter ce qu'on veut bien lui donner. Et que l'incurie des Occidentaux, des pays arabes qui se plaignent que les Occidentaux ne font rien mais qui ne font rien eux-mêmes, et des États-Unis avec en plus Obama a tenté de résister, mais si un républicain ou Hillary Clinton est élu à la Maison-Blanche, ça sera encore plus open bar pour Netanyahou après janvier 2017, eh bien là, on peut s'attendre à des catastrophes supplémentaires parce que rien ne permet d'espérer un espoir d'amélioration de la situation, parce que les Palestiniens ne vont pas s'avouer vaincus et que, manifestement, les Israéliens ne veulent pas d'une solution politique. Et ça, c'est aussi une source importante d'accusations des Occidentaux qui sont accusés d'avoir un double standard, de plaider pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sauf au Proche-Orient, de plaider pour la démocratie et l'expression libre de chacun, sauf au Proche-Orient. Ce qu'on reproche aux Occidentaux, ce ne sont pas leurs valeurs, contrairement à ce que l'on dit très souvent. Les autres pays ne nous reprochent pas leurs valeurs, nos valeurs, à moins que nos valeurs soient la guerre d'Irak, Guantanamo ou les rétentions. Ce qui est reproché aux Occidentaux, c'est de ne pas respecter eux-mêmes leurs propres valeurs. Et lorsque les Occidentaux sont cohérents, ils sont respectés. Lorsqu'ils plaident quelque chose et qu'ils font l'inverse, comme George Bush,
j'en reviens au propos initial, qui a manqué le tournant historique de l'émanation d'un nouvel ordre mondial, eh bien, ils ne sont pas respectés. Et donc, ce qu'il faut, c'est revenir aux valeurs. Nous sommes dans un monde qui est globalisé. Rien ne peut se faire en voulant imposer sa volonté aux autres. Seul le multilatéralisme et donc la gestion collective du monde peut être une solution. Et les politiques de force qui n'ont pas vraiment marché dans le passé ne marcheront encore moins dans l'avenir et dans le présent. Je vous remercie.